BFM Business et Tech Co présente Tech Co, la quotidienne. François Sorel. Bonsoir à toutes et à tous, 19h30, en ce mercredi. Toujours un vrai plaisir que de vous retrouver et merci d'être là, fidèle au poste de Tech Co, la quotidienne. Sur BFM Business, on est ensemble en direct à la radio, à la télé jusqu'à 21h, comme chaque soir d'ailleurs, du lundi au jeudi. Et puis on salue tous ceux qui écoutent ou qui regardent Tech Co en différé, en replay ou en podcast. En tout cas, merci d'être là. Avec au sommaire, en ce mercredi, donc, dans Tech Co, la quotidienne, on va parler beaucoup d'IA bien sûr, et notamment Google qui casse les prix de ses abonnements IA avec des remises importantes. Que se passe-t-il ? Est-ce que c'est une tendance qui va se généraliser chez les concurrents ? On va évoquer ce sujet. On parlera aussi télécom. Sans aucun doute, fin 2027 ou en 2028, SFR disparaîtra des téléphones. On va vous raconter ce qu'on sait déjà, et on en sait pas mal. Et puis on évoquera cette histoire incroyable. Nous aurons tout à l'heure un invité qui a réussi à, détourner les usages des babyphones. Certains babyphones, il y en aurait plus d'1 million un peu partout dans le monde pour accéder à des photos, à des vidéos en direct. Et vous verrez qu'il y a de gros problèmes de sécurité sur ce type d'appareil. Ce sera en toute fin de Tech Co. Un grand merci d'être là, bienvenue à vous toutes et à vous tous. Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Le débrief de l'actu tech avec ce soir sur le plateau de Tech Co. Salim Nassur est là. Salut Salim. Salut. Le fondateur de Mars avec 2 A. Toujours. À tes côtés, on est ravi d'accueillir Mathieu Soulet. Salut Mathieu. Bonsoir. Qui est responsable du labo de KT Innovation à San Francisco. Mathieu, tu vis donc aux États-Unis tout au long de l'année. De temps en temps, tu fais des détours par la France et Paris et tu viens nous rendre visite. On en profite et écoute, voilà, tu es le bienvenu pour commenter toute l'actualité tech du moment. Et on parlera sans doute aussi des emplois dans la Silicon Valley qui seraient menacés à cause de l'IA, sujet très intéressant qui tombe à point nommé, bien évidemment. Et Frédéric Simotel, salut Fred. Salut Fred, salut à tous. Salut Fred, salut François. Il faut s'auto-saluer de temps en temps. Aussi, oui. Hein, et je salue François aussi qui est avec nous ce soir. Exactement. Voilà, ça fait plaisir. Alors, on va commencer donc par Anthropic, qui ouvre son IA la plus puissante au public, en version bridée, pour des raisons de sécurité. On a beaucoup parlé de Mythos, cette IA tellement puissante qu'elle était jugée trop dangereuse pour être mise sur le marché. C'était il y a quelques semaines. Voici donc Fable 5. C'est la même, mais avec quelques garde-fous. Anthony Morel nous expliquait tout ça ce matin. Oui, c'est ça. En fait, on lui a mis une camisole de force à Mythos, pour le dire simplement. Mythos, c'est effectivement, on en a beaucoup parlé, cette IA qui était jugée tellement puissante qu'elle pouvait être dangereuse. Elle avait notamment détecté de manière autonome des centaines de vulnérabilités informatiques qui auraient pu être exploitées par des hackers. Et donc, du coup, on ne l'a pas mise sur le marché. Et on a cette nouvelle version, donc Fable 5, qui est édulcorée d'une certaine manière, en tout cas sur un certain nombre de thématiques sensibles. Sur la cybersécurité, évidemment, mais aussi sur les risques d'attaques chimiques ou biologiques. Parce que Anthropic estime que ces nouveaux modèles sont capables, par exemple, de travailler sur des nouvelles hypothèses de virus. S'ils sont mis entre de mauvaises mains, on pourrait inventer de nouveaux types de virus, d'où l'intérêt de mettre en place un certain nombre de garde-fous. Donc ce qui va se passer très concrètement, c'est que si vous commencez à poser des questions sur ce genre de sujet, ce n'est pas la dernière version de l'intelligence artificielle qui va vous répondre, c'est une version un peu plus ancienne pour éviter tous les risques. Donc en fait, on a une IA à 2 vitesses. Les 2 modèles vont cohabiter. On va avoir Mythos classique, débridé, qui sera réservé à des acteurs qui sont triés sur le volet en collaboration avec le gouvernement américain. Donc ça pourra être des entreprises, mais est-ce qu'il n'y aura pas un favoritisme sur les entreprises américaines ? On peut se poser la question. Ça pourrait être aussi des laboratoires de recherche. Et puis on aura donc cette version bridée, édulcorée, restreinte pour le reste du monde. Voilà les explications d'Anthony Morel concernant Claude Fable 5, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, et qui fait partie donc de cette nouvelle génération d'IA chez Anthropic, qui s'appelle Mythos aussi. Est-ce que vous avez pu tester ce Fable 5 ? Et qu'est-ce que vous en pensez, les amis ? Tiens, peut-être commencer par Salim. Tu as eu le temps de t'amuser un peu avec ? Ouais.
Alors déjà, c'est assez rigolo, mais pour ceux qui n'ont pas testé, préparez votre porte-monnaie parce que ça coûte cher. Ouais, c'est 9 €, je crois, le million de tokens. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont juste doublé le prix d'Opus, en fait. Donc, tu avais 4.7, 4.8, et là, en fait, à chaque fois que tu utilises ton Fable 5, ben, ça te coûte 2 fois plus cher. Donc, les gens qui se plaignaient déjà de ne pas avoir assez de temps d'utilisation, c'est pour ça que moi, j'ai une version max, en fait. Donc, tu payes à peu près 100 € par mois. Et ce que tu consommes d'habitude dans une journée, là, tu vas le consommer en 2-3 heures, si tu veux. Donc, c'est juste en mode testing. Après, pour l'instant, j'ai pas eu d'usage. J'ai essayé de pousser un petit peu, mais j'ai pas eu d'usage où je me suis dit, tiens, il va beaucoup plus loin. De ce que j'en comprends, par contre, c'est qu'en fait, là où il va aller beaucoup plus loin, c'est dans sa capacité d'avoir une tâche qui va être persistante plus longtemps. Tu vois, cette capacité-là qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Donc, pour l'instant, je n'ai pas trop vu la différence, à part le prix. Mais par contre, sur ce qu'ils annoncent, c'est assez fou parce que tu passes un gap, tu vois, je sais pas si tu vois, sur tous les benchmarks, vous avez peut-être vu, mais on ne sait même plus les mesurer. Et c'est ça, en fait, qui est assez dingue, c'est qu'aujourd'hui, tu as une entreprise qui est, moi je le dis depuis longtemps, hein, c'est les États qui devraient limiter, qui s'auto-limitent. Tu vois, c'est un peu comme si tu as un labo pharmaceutique qui a trouvé un super truc, mais qui ne va pas le mettre sur le marché parce qu'il a peur, alors que normalement, c'est le régulateur qui doit faire ça. Donc aujourd'hui, en fait, ils sont un petit peu entre leur claim de départ, enfin leur proposition de valeur de départ qui dit on joue sur la sécurité. Donc c'est ce qu'ils ont essayé de faire en enfermant un peu ce que disait Anthony tout à l'heure dans la vidéo, c'est on met une camisole de force au truc super puissant, mais au final, ils vont quand même chercher à s'imposer par rapport à un OpenAI et surtout à le monétiser, et c'est pour ça qu'il double les coûts, si tu veux. Ce qui est intéressant avec Fable 5, c'est que dès qu'on commence à lui poser des questions sur des sujets sensibles comme par exemple la cybersécurité, la biologie, la chimie, et bien là, il y a une espèce tu downgrades en fait l'IA et tu passes à Opus 4.8 qui lui en fait est plus inoffensif, on va dire, dans ses réponses. C'est assez étonnant. Et ça sera peut-être une pratique qui va généraliser, c'est-à-dire que les IA, on va dire, hyper performantes, avec peut-être des champs de réponses qui sont véritablement beaucoup plus intéressantes et importantes, seront bridées sur certains sujets. Surtout qu'aujourd'hui, on ne peut plus jouer comme on le faisait au tout début, où tu sais, on prend toujours cet exemple, mais qui était véridique, où les toutes premières semaines où ChatGPT est apparu, on demandait tiens, donne-moi la recette du cocktail Molotov. Les premiers jours, il disait oui, puis après il disait non, j'ai pas le droit de le donner. Par contre, on disait écris-moi une pièce de théâtre dans laquelle l'un des comédiens. Voilà, on contournait un peu astucieusement, mais aujourd'hui c'est plus possible. Tout ça, c'est beaucoup plus compliqué à essayer de détourner un peu son prompt pour réussir à avoir une réponse. Et puis, ce qui est vu aussi sur Mythos, c'est que, et ceux qui ont développé ça en ont bien pris conscience, c'est que la plupart aujourd'hui de nos programmes sont développés en langage C et C++. C et C++, le programmeur, il a accès à la mémoire, c'est lui qui peut faire n'importe quoi avec les mémoires, il peut mettre plus de données s'il veut dans un buffet tampon, enfin dans un tampon mémoire. Et ça, Mythos va chercher beaucoup, donc on va chercher beaucoup plus vite toutes les erreurs en langage C. On estime que 60% des failles aujourd'hui des programmes découverts par ces IA, ça vient de la programmation en C, en C++. C'est pour ça qu'on entend beaucoup les développeurs aujourd'hui dire il faut arrêter de développer en C, il faut aller développer en langage comme Rust. Enfin, il y en a un autre, son nom m'échappe, mais enfin en Rust, parce que là, C++, c'est très bien, c'est des pointeurs, des machins, c'est assez facile, c'est un langage assez courant qui permet de faire de jolies choses. Par contre, oui, jusqu'à une certaine époque, ça laissait plein de failles, mais le temps de trouver ces failles dans la gestion mémoire, dans les pointeurs invalides, enfin dans tout ça, ça demandait beaucoup de temps, un peu. Et là, aujourd'hui, avec ces IA, le problème, c'est qu'elles ont compris comment aller chercher ces failles, et donc on y va beaucoup plus vite. Donc voilà. Mathieu Mythos. Alors. Très rapidement, il y a deux choses en fait dans les choses qui sont restreintes dans la partie biologie et notamment la distillation aussi. Donc c'est pas que des sujets de cybersécurité ou de risque terroriste, c'est aussi qui limitent les concurrents potentiels de pouvoir utiliser l'outil pour entraîner leur propre modèle. Ils ont racheté une boîte dans la biologie il y a pas très longtemps justement pour dessus. Et sur la partie distillation, historiquement, il y a beaucoup entre les modèles américains et aussi chinois d'usage en fait des propres modèles pour entraîner ou surperformer dessus. Donc ils commencent. On rappelle ce qu'est la distillation.
Ouais. La distillation, c'est la capacité, en fait, alors je ne sais pas si c'est en rétro-engineering, mais de pouvoir récupérer une partie des données et de l'entraînement du modèle pour pouvoir finalement enseigner un autre modèle exactement dessus. Donc c'est facilité dessus. Distiller avec un autre. Voilà. Ça te permet de payer moins cher ton coût d'entraînement. Et donc ça, du coup, voilà, il commence à restreindre aussi les usages potentiellement de concurrents ou d'autres acteurs dessus. Et ce que je vais revenir juste sur la partie pricing. Alors ils ont laissé, je crois, aux États-Unis en tout cas, jusqu'au 22 juin. Donc il y a 2 semaines où pour l'instant c'est packagé dedans. Et après, ils montent les prix dessus. Donc, on revient vraiment à des questions aussi dans le contexte potentiellement du filing de l'IPO, etc. La remontée des prix, des tokens, etc. Voilà, c'est assez fascinant. Et le dernière chose, quand même, c'est que ça devient compliqué à suivre, les noms des modèles. On parle de Mythos. Là, c'est la famille Claude, Fable, 5. Ouais. Donc, même les numéros, on parlait de 4.8, etc. Ça devient quand même compliqué de s'y retrouver. Parce que OpenAI a vite corrigé il y a quelques mois de cela. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait plusieurs GPT, etc. Ouais. Et là, ils ont vraiment simplifié tout ça. Et je pense qu'Anthropic va y passer aussi. Oh, c'est du versionning normal, en fait. Parce qu'ils étaient dans la 4 et c'était du 4 points, etc. Là, avec le 5, c'est juste de dire que je passe à une nouvelle génération de modèles. Mais comme on est sur BFM Business, quand même, quand on le remet dans le cadre de l'entreprise, moi, ce qui me sidère, en fait, c'est que tu te dis... si on fait une analogie un peu avec le football, pour que tout le monde comprenne, c'est que avant tu avais des gens. Il va peut-être pas comprendre avec le football. Alors, football, on peut le faire avec d'autres. Voilà, ok. Mais comme le football était. On va, en fait, c'est ça. C'est que tout le monde parlait de PSG ces derniers temps. Mais tu vois, si tu fais une analogie avec le foot, il y avait des entreprises jusqu'à présent qui jouaient avec des crampons et d'autres qui jouaient toujours avec des chaussures normales. C'est ceux qui utilisaient l'IS et qui n'utilisaient pas. Là aujourd'hui, avec ce type de modèle, tu passes vraiment où je rentre dans la Champions League et j'ai que des Mbappé ou des... je ne suis pas très bon en foot, désolé, dans mon équipe. Et j'en ai autant que je veux. Et donc, il y a des entreprises déjà qui étaient en retard. Mais là, celles qui n'ont pas accès à ce modèle-là, elles ne sont plus en retard, elles sont déclassées en fait. Et là, tu fais vraiment un gap énorme entre ceux qui n'utilisent pas, ceux qui utilisent mais avec pas les meilleurs modèles, et eux qui se gardent le meilleur modèle pour prendre le dessus de tout le monde finalement. Ça permettra de rebondir sur le dernier sujet tout à l'heure, sur l'emploi dans la Silicon Valley. Parce que oui, très intéressant. Mais il y a autre chose aussi, juste un mot. Oui. Pourquoi on a tout ça en ce moment aussi? Pas oublier qu'on est dans une grande campagne de communication. Hein. On a Tesla avec SpaceX avec X qui est partie intégrante l'IPO demain. Les IPO se préparent. Oui, on a l'IPO de OpenAI, on a appris qu'ils avaient déposé un dossier. On a Perplexity aussi, qui alors lui c'est plutôt 2028, il se donne encore un peu de temps. Mais il y a Anthropic aussi, donc aujourd'hui, voilà, ça tombe bien d'en parler un peu en ce moment. Ouais, mais là où je te rejoins pas, Fred, c'est que tu as raison. En attendant, quand tu regardes sur les benchmarks, c'est 20 points de plus qu'avant, en fait. Tu vois, c'est pas juste une question de communication, c'est aussi la capacité d'avoir quand même réussi. L'accent sur cette communication, justement, tu vois, on pourrait dire on est meilleur et tout ça, mais là, les gens le voient. Et mais en fait, c'est vraiment, en fait, c'est un bond qui a été fait en très peu de temps. Si tu reviens même pas à 4.8, mais 4.7, c'était il y a 4 mois. Tu te rends compte, en fait, ça va très très vite. Je pense que c'est pas par hasard. Oui, mais tu voudrais. Quand ils ont dit Mythos, il y a quelques semaines, ils ont dit on vous donne pas Mythos parce que c'est beaucoup trop puissant. Comme par hasard, 2 jours après, en fait, on a déposé notre dossier en bourse. Alors les gens se disent. Non, mais d'accord, mais reviens dans le monde d'avant. Reviens dans le monde d'avant où tu n'avais pas parce qu'en fait, ce que dit Anthropic, c'est qu'aujourd'hui, 80% du code est généré par Claude, en fait. Hein. Donc les devs là-bas, ils sont en mode orchestration, pilotage, etc. Dans le monde d'il n'y a pas si longtemps, ce qu'ils ont fait là, ça aurait pris 1 ou 2 années. Là, on parle en mois. Donc, c'est même pas une question de... ils annoncent parce qu'il y a l'IPO, évidemment, ça va aider sur la com. Mais c'est juste qu'on passe des caps. Ça arrive au bon moment. Ça arrive quand ça arrive et ils vont très vite. Ça arrive au bon moment. Mathieu, que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a une vraie appétence pour Anthropic dans la Silicon Valley? On voit que souvent, tous les débriefeurs que je reçois ici disent... Moi, aujourd'hui, voilà, c'est vraiment Anthropic, on se sert de Claude, etc. On se sert beaucoup moins de Gemini, on se sert beaucoup moins de ChatGPT. Est-ce que c'est pareil dans la Silicon Valley ou c'est plus nuancé? Il y a eu des modes. On a eu des modes ChatGPT, il y a eu une mode Gemini, il y a une mode Anthropic, et notamment sur un fait, pour revenir dessus, notamment sur ce modèle-là, c'est sur la partie software, et vraiment sur la partie développement du code, en fait. Et c'est ça qui est en train de sacraliser. Je le dis souvent, mais pour reprendre la question d'espace temporel, il y a même 6 mois ou 9 mois, ni OpenAI, objectivement, ni Anthropic pensaient faire
autant de revenus en dessus et pensaient faire une IPO dessus. Donc dans les rêves les plus fous, ça s'est accéléré et c'est notamment, et ce modèle-là le rappelle, la première chose qu'a dit Anthropic, c'est sur les benchmarks du software et du développement de software, c'est quand même ça l'application, la killer app en fait dessus, ça s'est encore amélioré et c'est sur ça qu'en fait l'essentiel de la monétisation se joue. Il y a d'autres façons de monétiser, on y reviendra peut-être plus tard aujourd'hui, mais en tout cas sur la partie code dessus. Après, code aujourd'hui c'est en qualité. Si on parle de coût-prix, enfin prix versus qualité, etc., il y a des modèles open source, notamment chinois, qui sont parfois 10 fois moins chers. Donc même côté entreprise, il y a un sujet permanencement des fameux budget tokens, parce que même si le code est bien meilleur et une partie des entreprises préfèrent avoir le meilleur code et le meilleur, précision sur des tâches très récurrentes, etc. Le fait d'utiliser des modèles open source chinois ou pas d'ailleurs dessus peuvent permettre de limiter les prix. Donc il y a une course entre guillemets à la fois à la qualité, mais le prix entre guillemets, à partir du moment où on parle de budget en dizaines de millions, centaines de millions pour certaines entreprises tech aujourd'hui, ce qu'on appelle les AI natives est en train de jouer. Et l'essentiel de ce budget-là aujourd'hui est consacré quand même à du software code et la partie ingénierie. C'est 10% de la masse salariale en gros. Moi, je veux juste revenir sur un point parce que ça c'est vraiment l'erreur que font beaucoup d'entreprises. Le coût de l'IA, il n'est pas qu'autour du token ou de l'abonnement en fait. En fait, quand tu regardes un Claude, qui est très bon dans le code, et tu as raison, c'est pas que dans le cloud. Aujourd'hui, tu as un Claude Design qui est très très bon. Tu as un Claude sur la rédaction qui est très très bon. Même sur de l'Excel, en fait, tu vois, tu vas arriver. Et d'ailleurs, ils ont des petites vidéos très sympas qui t'expliquent comment l'utiliser dans un cabinet d'avocat, comment l'utiliser dans un cabinet comptable. Et en fait, quand je dis qu'il n'y a pas que le coût d'utilisation, c'est combien de temps, la personne qui l'utilise met du temps à l'utiliser. 2, est-ce qu'il doit revenir dessus? Et tu regardes, en fait, quand Claude te sort quelque chose, c'est quand même très propre, c'est tout de suite, tu peux... Limite, moi, aujourd'hui, tous nos rapports, on les fait sur Claude, tous les Excel, parce qu'il fait même moins de fautes que sur d'autres modèles, et même chez Copilot. Donc, tu n'as pas à retravailler dessus, ce qui est du temps dans ton entreprise où tu payes quelqu'un à retravailler le travail de l'IA. C'est ça, mais tu le retrouves au final. Finalement, ça est beaucoup meilleur, tu vois. Mais on voit quand même, dans pas mal d'entreprises, on voit ce qu'on appelait les FinOps, là, ceux qui justement géraient les instances cloud, justement, pour que tout le monde ne s'amuse pas, c'est la fête au village. On voit quand même, là, ils sont en train de regarder beaucoup plus et essayer d'éduquer. Alors, ça commence par les développeurs, mais eux, voilà, on a une population qu'on arrive à bien cibler, mais ils essaieront de plus en plus de cibler leur population métier pour leur dire, attendez, on n'est pas tous... il y aura du multimodèle. Voilà, il faut être... là, ce sera Claude, là, pour juste la recherche documentaire et du résumé. Ouais, mais regarde, même là-dessus, tu vois, tu parles d'éduquer, pour le coup. Vous savez que moi, j'en fais beaucoup, si tu veux, en tout cas, ma boîte de formation, mais rien que ça, tu mets dans la main des gens des modèles qui sont très puissants et tu leur expliques pas comment faire. Tu vois le truc tout simple, hein, notamment, alors ça marche dans tous les LLM, dans toutes les IA et particulièrement sur Claude. Au lieu d'uploader un Word ou un PDF, tu vas le mettre en Markdown, donc en .md, et ça va te réduire vachement ton nombre de tokens. Mais ça, si tu l'expliques pas à tes collaborateurs, ils vont te pourrir et ça va te coûter un même nombre de tokens pour le même résultat. C'est pour ça que je te dis, il y a ces FinOps là, qui arrivent aujourd'hui. On reste dans évidemment ce thème de l'IA qui est très intéressant avec cette question, est-ce qu'on va, je sais pas moi, avoir une baisse du coût de l'IA? Et c'est intéressant parce que c'est paradoxal. On expliquait que Mythos et Fable 5 étaient assez chers, beaucoup plus chers que les précédents modèles, mais en même temps, il y a Google qui vient de dégainer une offre assez intéressante avec Google AI+, qui est une offre assez complète puisqu'on peut évidemment se servir de Gemini Pro 3.1, avoir accès à Deep Research, Nano Banana Pro, aussi vidéo, le VO 3.1 Fast. Notebook là pour faire les voilà, Notebook LLM. Et en plus, on a du stockage. 400 gigas de stockage au lieu de 200. Et en fait, Google divise par 2 le prix de cet abonnement qui est aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, à 4,99 € par mois. Donc, il y a une volonté d'être agressif sur un sujet qui est de manière presque automatique de plus en plus cher. Je trouvais intéressant de débattre là-dessus parce que est-ce que c'est Google qui veut un peu mettre la pagaille là-dedans et dire attendez, comme moi en plus j'arrive à avoir peut-être grâce à mes calculateurs, grâce à mes data centers, à faire baisser le coût en fait de cette IA, j'en profite pour ouvrir une brèche.
ou est-ce que c'est une tendance qui va généraliser et que tous les autres vont suivre ? Tiens Mathieu, qu'est-ce que tu en penses ? Alors ça, c'est plutôt des prises qui sont, entre guillemets, pour du grand public ou pas des très grandes entreprises. Donc c'est pas forcément, ça ne s'adresse pas exactement aux mêmes personnes. Oui. Et pour moi, clairement, Gemini, en fait, il n'y en a que deux qui jouent le jeu grand public aujourd'hui vraiment. C'est objectivement ChatGPT et Gemini. Je crois que les parts de marché, je regardais ça, c'est à peu près 54% aujourd'hui de ChatGPT versus à peu près 27% de Gemini, et Anthropic à moins de 8% et DeepSeek à 4%. Donc vraiment le jeu, entre guillemets, aujourd'hui, en tout cas aux États-Unis, c'est entre ChatGPT et Gemini. Et justement, Gemini, Google essaye de rattraper, entre guillemets, le retard qu'il avait pris sur ChatGPT. Il y a les versions payantes dessus, et essaye aussi d'attirer ça, parce que l'offre d'équivalent, je crois, de côté ChatGPT, je crois que c'est autour de $10 par mois. Et donc, du coup, voilà, mécaniquement, c'est 2 fois moins cher. Donc, on est vraiment dans ce rattrapage côté grand public. Ça ne permet pas de faire des agents, des trucs très sophistiqués, parce qu'on est très limité en tokens, etc. Donc, cette offre-là, ça reste du grand public ou des petits professionnels dessus. Mais en tout cas, c'est intéressant. Et ça montre aussi que, encore une fois, ces modèles de monétisation de l'IA, on a, dans le passé, il y a des gens qui ont testé ou qui testent toujours de la pub. Là, on parle de versions plus ou moins freemium dessus. Il y a plein de sujets après de tokens, pas de tokens, aussi d'accès aux API, et c'est encore très changeant dessus. Donc, pour l'instant, je dirais, on est dans les balbutiements des types de monétisation. On avait aussi le paiement qu'avait testé ChatGPT dessus, qui a été testé, arrêté il y a quelques mois aussi. Donc, chacun essaye de tester plusieurs choses. Et encore une fois, là, c'est plutôt une course pour moi au grand public aussi. Et une dernière chose, peut-être en grand public, c'est aussi dans la captation des usages. Là, on ne parle pas des entreprises, des individus. Une fois qu'on a mis ces agents ou testé différentes choses dans une interface, il y a un moment, on prend ses habitudes dessus. Et donc, ils essayent de capturer, en tout cas côté grand public, ces questions d'habitude. Google a quand même et une marque, et Gmail, etc., plein de trucs intégrés. Et vraiment en lutte frontale pour moi avec ChatGPT là-dessus. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est vrai qu'on peut comparer cette offre à celle de ChatGPT Go, qui coûte $8, enfin 8 € par mois à peu près. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que les particuliers, vous, moi, n'importe qui, sont prêts à payer pour avoir une IA ? C'est ça la question. Et c'est peut-être pour ça aussi que Google casse les prix. Parce que dans cette offre-là, il n'y a pas que l'IA, il y a aussi 400 gigas de stockage. Tu vois, donc en fait, ça peut intéresser aussi des particuliers qui se disent « Ah là là, mon Gmail, il est un peu court, c'est 15 gigas. » Là, je me retrouve à Google Photos. Tes photos, où est-ce que je mets mes photos ? Exactement, je stocke toutes mes photos, etc. Là, je me retrouve avec 400 gigas qui commencent à être assez confortables. Et en plus, j'ai de l'IA. Pourquoi pas ? Et on se dit, voilà, est-ce que les gens sont prêts finalement à donner même quelques euros par mois, alors que je vous rappelle qu'on se fait tous kidnapper tous les mois plusieurs dizaines d'euros avec tous les services de streaming. Est-ce qu'on est prêt à mettre 5, 6, 7, 8, 9, 10 euros tu réponds à la question. En fait, quand tu mets 10, 20 euros dans un truc de streaming qui est juste, tu te mets devant un écran et tu regardes, quand tu commences à comprendre la valeur de tout ce que tu as dans 5 euros, et les gens vont commencer à comprendre, c'est plus évidemment qu'ils vont le capter à 5 euros. Mais moi, la question que je me pose, est moins divertissant dans l'ensemble. Tu peux avoir des divertissements. Tu vois, c'est marrant. Je faisais le jour, j'étais dans un séminaire d'entreprise, et il y a une dame qui me dit ouais, mais alors côté grand public, alors ça sert à quoi cette IA là ? Et je dis regarde, t'as des enfants ? Et elle me dit oui. Et ben tu sais en fait quand tu fais des invitations. Vous avez déjà peut-être fait ça pour vos enfants, tu envoies des invitations à tous leurs copains, il faut que tu écrives, machin, etc. Je dis, tiens, regarde, je prends une photo, hop, je fais une invitation, je demande à l'IA de personnaliser pour chacun, ils ont un petit mot différent, et ça part. Il me dit, ah ouais, c'est pas bête ça. Donc quand les gens auront réalisé que même dans leur application grand public, ça peut leur servir, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore le cerveau qui est... 5 euros, c'est rien du tout. Mais en fait, si tu veux... Pour moi, c'est pas la question, elle est pas. Enfin, elle est bonne ta question de se dire est-ce que les gens paieront ? Moi, je suis assez convaincu qu'ils paieront. La vraie question, c'est est-ce que c'est le vrai prix ? La réponse, c'est non. Ça coûte beaucoup plus cher que ça. Et donc, qu'est-ce qu'est en train de faire Google ? Alors, mes anciens collègues n'aiment peut-être pas ce que je vais dire, même si j'ai beaucoup de respect pour Google et pour eux, mais pour moi, c'est le chinois de l'IA, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont en train de faire du dumping sur un prix pour emporter le marché. Et après, petit à petit, remonter les tarifs. Mais ça a toujours été la stratégie de Google, Uber, sur Android, sur le navigateur, etc. Et une fois que tu as ça, une fois que tu as ton utilisateur qui a mis toutes ses données, qui a mis sa mémoire, qui a toute la connaissance, parce qu'en fait, le truc, il est sur la data. Il a toute sa connaissance, tout ça, il ne va plus bouger ailleurs. Et c'est-à-dire qu'après, tu l'as dans Google Home, tu l'as dans ton Android Car, etc. Et à mon avis, c'est les 400 gigas aussi qui font faire la différence. Mais si tu veux, le move de Google, c'est pour avoir l'accès
en distribution la plus large possible. Et 2, je pense aussi, un petit tacle à OpenAI pour les asphyxier parce qu'ils ne pourront jamais suivre. Et que là, en pré-IPO, ils sont plutôt en train d'essayer de monter les prix. Moi, je rejoins Salim, c'est quand moi, je vois autour de moi, j'ai de plus en plus de gens qui commencent à rentrer dans le jeu. Quand ils passent tout un samedi à faire justement ces invitations et tout ça, très vite, on te dit, vous voulez passer à la version machin, et là, première fois, tu dis non, deuxième fois, tu dis non, et puis troisième fois, tu dis, bah si, j'en ai quand même besoin, c'est hyper pratique, je fais mon courrier pour les impôts, je fais mon... Enfin, et là, je peux dire que moi, autour de moi, alors, on vit peut-être dans un monde où les gens regardent un peu oui, est-ce qu'ils sont vraiment représentatifs du mais en français. tout cas, tous sont en train de passer, parce qu'il y en a plusieurs qui m'appellent, il faut passer à la version payante ou pas. Ils sont tous en train de se dire, tiens, finalement, je suis prêt à payer pour ça. Et donc, déjà pour ça, je pense qu'ils vont y aller. Après, quand on voit une baisse comme ça de 40%, alors effectivement, on ne sait pas si c'est le coût. Moi, je dis soit on a un coût marginal d'accès au modèle qui baisse. Hein, c'était le cas quand on avait le cloud, les télécoms, le stockage. Hein, c'était un peu ça. Bon, ça ne doit pas être trop le cas parce que ça continue à augmenter, même s'ils réussissent à réduire le prix. Bah, c'est que la concurrence les oblige. Et là, la concurrence, aujourd'hui, elle est forte. Et Google veut capter tout ça. Je pense que ce que dit aussi cette annonce, c'est que la guerre des prix sur l'IA, elle commence vraiment. Là, ça y est, on se lance que sur le grand public, on commence à dire mon offre à 4,99 et vous aurez, on l'aura, c'est beaucoup plus cher, mais et vous aurez tel type de... tel type d'offre, tel type d'IA et tout ça, ça y est, on commence à avoir cette guerre des prix. Et puis, l'IA devient une fonctionnalité, quoi. C'est pas un produit aussi, ça. Je trouve que ça comprend. Et puis, on est dans l'écosystème. Vous avez du Gmail, vous avez tout ça, vous allez avoir mon IA. Mais ça va pas faire les affaires d'OpenAI, hein, tout ça. Ah non, je te dis, c'est un petit tacle bien régulier. C'est plus qu'un tacle, quoi. C'est un vrai joli croche-pied, quoi. Et puis, là, il mange la pelouse, hein. Et puis, pour moi, la valeur, elle se déplace du modèle vers l'intégration. Hein. Le but, c'est d'avoir tout intégré. J'ai mon Gmail, j'ai mon Drive, j'ai mon machin. Alors, j'ai même qu'elle va au-dessus de l'intégration, elle va l'orchestration en fait. Oui, en plus. Parce qu'en plus, avec les dernières annonces là, d'Apple et de Microsoft, tu vois vraiment que le layer, il va être au-dessus. Oui, bien sûr. C'est sur l'orchestration en fait. Mais tu prends ChatGPT Go à 8 €, tu n'as pas de stockage. Et qu'est-ce qui intéresse les gens ? Au minimum, c'est le stockage. Au minimum, c'est ça. Et puis, s'il y a l'IA, peut-être que Google, s'ils sont intelligents, ils vont le pousser intelligemment quand ils s'en serviront. Et puis, petit à petit, goûteront à tout ça. Mais je pense que le produit d'appel dans cette offre-là, c'est même pas l'IA, c'est les 400 gigas de stockage. Parce que les gens se disent, waouh, pour 4,99, j'ai du stockage. Et j'ai de l'IA, si j'ai l'occasion, je testerai un petit peu pour voir ce que ça donne. Et puis pendant ce temps-là, tu stockes toute ta vie. Et le jour où tu seras complètement pieds et poings liés avec Google, tu n'iras pas voir ailleurs. Tiens, ça nous rappelle quelque chose, mais ils sont où les Français ? Ah! Oh là 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 là! Oh mais là! Mais non! Frédéric! Non, on a honte! Mais non! Fred, s'il te plaît, tu dis rien. Tout se passait bien jusque-là. Ouais, là, d'un coup, ça se... Hein, voilà. Là, t'as mis un blanc. Que nos opérateurs nos opérateurs télécoms auraient pu jouer. Non, mais c'est vrai qu'on a Mistral, c'est vrai. Nos opérateurs, façon SFR, par exemple. C'est eux qui ont l'accès à l'abonné, ils auraient peut-être pu tenter aussi. Ah oui. Mais tu sais qu'ils sont tentés, hein. Rappelle-toi, il y a 2 ans, avait passé des accords avec Anthropic. Ouais, avec Anthropic, Non, je parle sur le côté souveraineté. Ah, souveraineté, bien sûr, oui. Mais je crois qu'Orange avait fait une offre avec Mistral. Oui, il me semble. Mais qui n'a pas bouleversé, on va dire, les foules quand même. Mathieu, Salim et Fred, il est bientôt 20h. On s'arrête quelques secondes et on revient pour notre deuxième partie de ce Tech & Co, la quotidienne. On va en continuer ensemble à débriefer l'actu. Tiens, les batteries de voitures qui pourraient servir aussi au data center. Comment ? On va tout vous raconter dans un instant. À tout de suite, juste après cette petite pause. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Le retour du débrief de l'actu tech. Merci d'être là en ce mercredi soir. Toujours un plaisir d'aller à votre rencontre, peut-être à la fois dans votre voiture, chez vous. Peut-être êtes-vous en train d'écouter Tech & Co en replay, en podcast. Vous le savez, on est là chaque soir, 19h30, 21h. Avec ce soir sur le plateau, Salim Nassur, fondateur de Mars, Mathieu Soulet, responsable du labo de KT Innovation à San Francisco, et Frédéric Simotel, journaliste à BFM Business. On va parler maintenant du constructeur automobile General Motors, que vous connaissez tous, bien sûr, et qui
a une espèce de stratégie assez intéressante, parce que vous savez que depuis que Donald Trump est arrivé au pouvoir, la voiture électrique, elle n'est plus forcément le truc indispensable, hein, puisque en fait, voilà, les moteurs thermiques reviennent, etc. Et General Motors se dit, mais qu'est-ce que je vais faire de toute cette R&D que j'ai pu mettre en place, et notamment de toutes ces batteries que j'ai créées ou imaginées pour mes voitures. Et je trouve que c'est plutôt malin. General Motors va s'associer à une start-up qui s'appelle Peak Energy pour créer des batteries en fait, qui nous permettront tout simplement d'alimenter des data centers. Petit reportage sur ce sujet et on revient juste après. Regardez. La marche arrière de Donald Trump sur la réduction des émissions carbone fait turbiner les constructeurs. Comme ils peinent à écouler leurs modèles électriques, certains se tournent vers les secteurs où la demande en énergie explose. C'est le cas des data centers qui doivent régulièrement absorber les fluctuations de consommation des puces, mais aussi des sites industriels qui cherchent à lisser les pics de demande en énergie. Après Ford ou l'équipementier Valeo, c'est donc General Motors qui va fabriquer des dispositifs dédiés. GM va s'associer aux spécialistes Peak Energy afin de produire des batteries aux États-Unis avec une phase de test en 2028. Elles auront la particularité de fonctionner au sodium, disponible sur le sol américain plutôt qu'au lithium, comme c'est majoritairement le cas aujourd'hui. Le sodium n'a pas besoin d'être refroidi, ce qui est censé rendre les batteries plus fiables et moins coûteuses à exploiter. Ce projet s'inscrit dans un investissement global de 900 millions de dollars annoncé il y a quelques jours par GM. Mais face à la concurrence chinoise, la bataille n'est pas gagnée. CATL et BYD sont aujourd'hui les fabricants de batteries au sodium les plus avancées. Et reportage signé Erwan Maurice de la rédaction de BFM Business. Voilà la batterie qui se retrouve des facultés insoupçonnées finalement. Alors on a beaucoup parlé de grid énergie il y a quelques années de ça, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Vous avez une voiture, une Zoé ou une Tesla, vous la garez chez vous, elle se branche en fait sur votre réseau électrique et le réseau électrique va plus pomper le réseau EDF ou Engie, mais va pomper le réseau de votre batterie. Finalement, ça fait des... Schneider avait présenté ça. Schneider, ça aussi. On entend beaucoup moins parler de cette technologie. Ça marche. Tu as dans les exploitations agricoles, ça marche pas mal. Hein. Tu as des tracteurs qui se chargent dans la journée et le soir. Et qui le soir restituent leur énergie. Restituent leur énergie pour atteindre leur hangar, enfin des travaux agricoles. Et dans les data centers, bien évidemment, ça a tout son sens. Ces data centers qui sont extrêmement gourmands en énergie. C'est une réalité, ça, Mathieu, tu en entends parler dans la Silicon Valley ? Oui, alors dans le cas de GM, en fait, il y a deux partenariats qui sont différents. Il y a celui sur les data centers, ça a été fait en fait annoncé il y a quelques mois. C'est un partenariat avec une boîte qui s'appelle Redwood dessus Materials qui recycle en fait les batteries. Donc en fait, General Motors donne des batteries secondaires, parfois primaires aussi. Et ils ont bossé après. Donc des batteries qui étaient dans des voitures, voilà, c'est ça ? Donc des voitures, exactement, dans des voitures ou des batteries neuves aussi, qui donnent à Redwood Materials qui faisait du recyclage de batteries et qui l'utilisent pour notamment une boîte qui s'appelle Crusoe AI, donc un des néoclouds dessus. Donc ça, c'est le partenariat qui avait été annoncé il y a quelques mois, sur Data Center. Et là, le Peak Energy, c'est un peu différent, c'est sur le sodium. Donc c'est des batteries qui ne sont pas utilisées pour les voitures, c'est des batteries en fait stationnaires, on appelle ça, qui sont utilisées plutôt justement sur la partie grid. Donc c'est plutôt des électriciens qui utilisent ça quand il y avait du vent, du solaire, etc. qui fournit. On stocke ça sur des énormes batteries en fait sodium, là en l'occurrence. Donc l'annonce avec Peak Energy, c'est plutôt sur la partie dessus. Et ça correspond, ou c'est en rebondissement. Ford avait aussi annoncé un business Ford Energy. Ils ont bossé notamment avec CATL, CATL en anglais, l'acteur chinois qui fait des batteries. Et donc en fait c'est en miroir de ce que font les Chinois. C'est pas les Américains qui ont inventé ça. BYD, le constructeur automobile, est un énorme acteur des batteries. Et ils font pas que des batteries pour les voitures. Ça sert aussi pour fournir pour ce qu'on appelle les batteries stationnaires pour les parties en fait à grande échelle, pour faire simple, les Tesla aussi pour les électriciens et aussi parfois pour les data centers. Donc c'est vraiment une volonté de diversification des acteurs en disant finalement quand on est un spécialiste des cellules électriques, des batteries, etc. et qu'on en produit, General Motors, ils produisent en fait les cellules avec une joint venture avec LG aux États-Unis. Donc c'est ça qu'ils produisent et donc finalement c'est une usine qui produit pour les voitures, ça peut aussi produire pour d'autres usages et donc c'est en réflexion, en tout cas en miroir pour moi de ce qu'ont fait les Chinois. Tiens, on parlait de BYD, BYD qui se retrouve sur la liste des
des constructeurs indésirables aux États-Unis. Hein. C'est pas anodin, hein. Et avec beaucoup d'autres, bien évidemment. Hein. Et ça a été controversé parce que Ford a fait cette partenariat avec CATL, donc qui est le concurrent principal de BYD. Ils ont redit, quand l'administration Trump, où Trump était en Chine il y a quelques semaines, que le partenariat était justement un exemple de collaboration entre Ford et dessus. Pour l'instant, le partenariat court toujours. Après, on verra jusqu'à où il va. Oui, parce que l'idée, c'est que, en fait, toutes ces boîtes pourraient aider les militaires chinois. C'est ça, en fait, Potentiellement, voilà. Potentiellement, s'il y a des liens avec les militaires chinois, l'armée américaine dit on ne veut pas bosser avec, pour faire simple. Salim, ce sujet ? Écoute, je n'aurais pas dit mieux. Donc, tu as été très complet. Pour le coup, je vais déplacer le débat parce que tu as très bien résumé la situation. Et moi, si j'apporte un autre angle, je dirais qu'il y a deux trucs là-dessus que je trouve intéressants. Un, c'est que ça nous rappelle, comme un peu plus à chaque fois qu'on en parle, que toute cette partie IA, data center, il y a beaucoup de physique en fait. Et que sans, tu vois, on était à une époque où on parlait beaucoup de software. Après, on a parlé aussi d'hardware, mais là, c'est vraiment de l'énergie, du physique, donc du vraiment, brick and mortar, quoi, tu vois. Donc ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, alors, on me dit souvent que je suis un peu trop admiratif des États-Unis, et pas que, parce qu'il y a plein de trucs qui sont pas bien. Tu le sais bien, puisque tu habites dans la Silicon Valley, comme j'ai pu le faire. Mais moi, je trouve ça assez remarquable de dire qu'une grosse boîte comme Géray arrive à pivoter comme ça. Tu vois, j'aimerais qu'il y ait plus de boîtes françaises qui arrivent à se dire, OK, là, ce marché-là, il est en train de se réduire, je vais aller sur un autre marché. Et un marché qui est en croissance. Et nous, soit on met beaucoup de temps, et je pense qu'on parlera des SFR tout à l'heure, on met beaucoup de temps à pivoter, ou soit on ne pivote pas et on se mange le mur. Donc ça, pour moi, c'est une belle leçon de savoir réorienter son entreprise, quelle que soit sa taille, pour aller vers un marché qui est prometteur, là où il y en a un autre qui est en train de décliner. Fred, c'est vrai qu'en plus, tous ces constructeurs automobiles, pendant des années, on leur a dit « Attention, l'électrique, c'est l'avenir, bientôt vous aurez plus de thermique ». Ils ont investi des milliards. Et finalement, c'est pas mal de rebondir, de pivoter sur toute cette R&D, qu'elle serve à quelque chose. Ça, et ce qu'il faut remarquer, c'est tout l'écosystème aussi qui est en train de pivoter. On se demandait, alors c'est vrai que le CES était parfois un peu plus salon auto que salon de la technologie, mais on voyait quelqu'un qu'on connaît bien ici qui est Valeo. Valeo, on les voyait faire leurs innovations dans la voiture, là évidemment, pour le CES c'était bien. Mais qu'est-ce qu'on voit ? On voit que Valeo aujourd'hui travaille aussi avec, dans les parties data center, parce qu'ils savent refroidir, parce qu'ils ont aussi une expertise industrielle. Parfois l'appareil industriel, il suffit, on change un peu, enfin je le dis simplement, mais c'est un peu plus complexe que ça. Mais ils ont cette expertise industrielle que la supply chain, la production et puis ensuite la livraison. Donc là aussi, ils savent faire. Ils sont tous en train de se dire quels sont nos axes de croissance aujourd'hui. Alors oui, on va développer des produits toujours plus rapides, plus performants, plus solides, etc. Mais là, on voit des choses et on voit tous les spécialistes de l'électronique de puissance justement qui jouent sur cette partie data center. On voit les fabricants de systèmes thermiques et de pompes qui sont aussi en train de se tourner vers comment on va refroidir ces data centers. Enfin, il faut quand même voir qu'un data center aujourd'hui, c'est des centaines de millions de kilomètres de fibres pour relier tout ça, qu'un serveur, Nvidia et tout ça, c'est le poids, c'est d'une complexité incroyable. On a toujours l'impression que c'est des cartes serveurs, on les enlève, on les met. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Je parle des usines, des AI factories. Et donc, si c'est plus complexe que ça, ça demande aussi beaucoup d'énergie. Et donc là, il y a tout le monde qui se regarde. Et je trouve que c'est intéressant de voir un General Motors, de voir un Valeo, de voir, alors ce que fait la Chine depuis longtemps, mais de les voir intégrer chercher cette diversification, aller vers ces data centers. Et là, pour le coup, c'est vrai que la Chine a pris un joli coup d'avance, parce que quand on voit un BYD, alors même s'ils sont interdits, sur la liste noire aux États-Unis, je crois qu'ils contrôlent pratiquement tout du début à la fin. On a même vu. Il y a Tesla qui peut peut-être jouer à une carte à jouer, non, Mathieu? Ils sont quand même historiquement, ils le font depuis le départ. Ils ont racheté SolarCity pour l'intégration. Ils vont même jusqu'aux panneaux solaires et l'intégration avec les batteries. C'était assez long là-dessus. Mais c'est vrai qu'ils n'en ont pas beaucoup parlé dans le projet Terrafab, mais on peut imaginer que ça pourrait être aussi une source d'énergie maîtrisée par l'industrie de Tesla pour alimenter ces... Mais je pense que pour eux, ils n'en ont pas parlé, parce que pour eux, c'est naturel. Je pense aussi. Et d'ailleurs, je regardais les investisseurs, je trouvais que les investisseurs, ils commencent à... Je parlais de Valeo, parce que ce qui m'avait attiré un jour, c'était il y a quelques semaines, c'est que je voyais que Valeo a été placé parfois dans les valeurs pour les data centers, dans l'écosystème data center. Leur cours de bourse est monté dernièrement. À General Motors. C'est intéressant de voir aussi que, qu'ils ont cette perception-là. Et donc là, oui, comme tu dis, après...
Nous, on a un Valeo, on a un OP Immobilier qui est en train de bouger. Enfin voilà, il faut que tout le monde réfléchisse. Mais on bouge moins vite. Oui. C'est le temps que ça arrive, qu'on fasse 50 réunions, qu'on se décide. Après, il y a après, il y a aussi entre guillemets un legacy humain, un legacy ça aussi. Oui, mais le legacy humain, pardon, je te coupe, mais pour être, vous le savez, presque tous les jours dans différentes boîtes et de grande taille, le legacy humain, il est dans la tête en fait. On n'a pas cet esprit de croissance dont je parle toujours. Et tu vois, il y a des trucs où quand tu es aux US, ça se décide en une réunion. Ici, il faut en faire 50, mais allez, même pas 50, on va en faire 4 ou 5. Mais 4 ou 5, le temps d'aligner les agendas, il s'est passé des mois, voire une année. Oui, et pendant ce temps-là, les autres ont avancé. Tu sais, tu n'as qu'à voir à quelle vitesse vont les chartes IA dans l'entreprise pour pouvoir développer. Non, mais je parle juste de ça. Donc, oui, tous les gens se disent qu'il faut aller vers l'IA, mais il suffit de quelques-uns qui, logiquement, portent des garde-fous, disent attention, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais parfois, ça va jusqu'à une situation de blocage. Et là, oui, mais dans le domaine de l'auto, tu as ça aussi. Non, parce qu'une charte IA, tu as raison. Si tu es dans un grand groupe et que tu as des syndicats, etc., c'est plus compliqué, tu vas te faire bloquer, etc. Mais il faut rappeler que le tissu économique français, c'est pas que des grands groupes, c'est des PME. Et les PME, aujourd'hui, tu vois, j'étais même l'autre jour dans une PME, ils me disent on va se mettre à faire une charte IA. Je leur rappelais gentiment, je leur dis nous, chez Google, on avait fait en 2016, c'était il y a 10 ans. Alors d'accord, c'est Google. Mais entre 2022 et 2023, où ChatGPT est apparu, et 2026, où tu commences à te dire peut-être qu'il faut que je fasse une charte IA, c'est qu'il y a un moment, tu n'es pas allé assez vite et tu t'es pas adapté. Si je peux me permettre, moi, qu'il y ait les deux passeports américains et français, en l'occurrence, Renault avait quand même lancé une filiale énergie il y a quelques années, alors que GM vient de commencer, entre guillemets, il y a quelques temps. C'est pas exactement aussi radical. Enfin, je veux dire, les grands groupes américains hors tech sont pas forcément moins réunionnite, pour être clair. Après, ils peuvent bouger parfois plus vite à un moment, mais sur ces sujets-là, les Américains, à part Tesla, sont plutôt en retard, en fait, historiquement, par rapport aux Chinois. Non, attention, moi, je parlais pas aux Chinois, je parlais des Français. Et puis souviens-toi, General Electric, Jack Welch avait dit nous, dans 20 ans, on ne sera plus une boîte électrique, on sera une boîte de software. Ils ont fait machine arrière. Et à côté de ça, chez nous, on voit des Schneider Electric qui sont en train de très bien fonctionner, qui ont même racheté un gros américain, Aveva. Enfin, ils en ont racheté d'autres depuis. Mais non, parce qu'en fait, et c'est pas pour faire du French bashing, mais il y a un moment où on peut pas à chaque fois citer les quelques bons exemples qu'on a pour cacher la forêt de misère, je suis désolé, de gens qui vont pas assez vite, qui prennent pas des décisions assez vite, qui n'ont pas de vision sur où on va aujourd'hui. Ça cache aussi la misère américaine. Encore une fois, tu prends les 500 boîtes cotées aux États-Unis, tu prends les 500 en France, il n'y a pas photo. Mais alors, il n'y a pas photo. On termine là-dessus, Fred, après. On fête les 10 ans de Vivatech là, cette année, qui a lieu la semaine prochaine, on y sera avec Tech & Co, etc. On aura plein d'émissions, ça va être formidable. Tu vois, sur les 10 ans, quelqu'un m'interrogeait tout à l'heure, me dit mais en 10 ans, on n'a pas vu des startups, tout ça. Mistral n'a que 3 ans. J'ai dit oui, mais en 10 ans, tu regardes les entreprises, quand même, comment elles se sont transformées. Alors peut-être pas suffisamment vite, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a 5 ans, faire parler un LVMH, faire parler un L'Oréal, faire parler un Carrefour de digital, c'était un peu compliqué. Aujourd'hui, ils ont quand même franchi allègrement ce pas. Alors, je ne sais pas si c'est grâce à Vivatech, mais en tout cas, Vivatech est un bon marqueur. Je vous propose d'aller maintenant chez Mathieu Soulet, dans la Silicon Valley. Tu vis où, à San Francisco? Dans ma maison, exactement, dans San Francisco. Voilà, puisque rappelons... Tout le monde est invité chez toi. Responsable du Labo KT Innovation à San Francisco. Et il y a un truc qui est hyper intéressant en ce moment, c'est cette tendance de l'IA qui détruit des emplois. Et il y a des études qui sortent, notamment une qui dit ceci: plus de 120 000 postes ont été supprimés depuis le début de l'année. Et la plupart des dirigeants de ces boîtes invoquent le virage dans l'intelligence artificielle pour justifier les licenciements. Alors, il y a plein d'infos dans tout ça. Est-ce que, finalement, l'IA, c'est la bonne excuse pour dire on va dégraisser la boîte parce que on ne sait pas trop quoi dire, on va dire que c'est à cause de l'IA, ça va être génial et ça passera crème? Ou est-ce que vraiment, à ton avis, l'IA a un impact sur l'emploi aujourd'hui? 120 000, c'est pas anodin, depuis le début de l'année. Alors, c'est un des débats les plus passionnés de la vallée depuis 2 ans, à savoir est-ce que ça détruit beaucoup d'emplois, est-ce que ça en crée, etc. Alors, je dirais que la réponse, sans doute, je ne suis pas normand, mais c'est un peu au milieu. Alors, ce qui s'est passé, les chiffres sont là. Pour l'instant, il y a eu 120 000 annonces de suppression de postes dessus. Alors, quand on dit 120 000, c'est quoi? C'est 8 000 chez Meta, il y a plusieurs milliers chez Autodesk, etc. Donc, c'est des boîtes concrètes dessus. Mais ça, c'est dans l'industrie tech. Et il y a une autre étude qui est sortie il y a une semaine que je vais vous citer. Alors, juste pour remettre dans le contexte, le taux de chômage aux États-Unis, c'est 4,3% en général. Et dans la tech, c'est 3,8%.
3,8% dessus. Donc on est quand même à des niveaux assez bas. Pour l'instant, on n'est pas encore dans le chômage de masse dans la tech. Et par contre, la création d'emplois de type technologique dans les boîtes non tech, en fait, a grossi pour le coup de juste 70 000 emplois juste en mai. Pour donner une idée. Donc, en fait, paradoxalement, les boîtes de tech, mais encore une fois, on parle de 6 millions de personnes. Si c'est moins 50 000, plus 50 000, ça joue, mais c'est 1% en fait. Et paradoxalement, les jobs, notamment en cloud computing, en IA, qui ne sont pas dans les boîtes de tech, sont en croissance. Donc, les deux arrivent en même temps. Et pour revenir à la question que tu posais, François, en effet, alors, on parle de AI washing. On avait le greenwashing à l'époque. Le AI washing, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on annonce des suppressions de postes à cause de l'IA. En général, c'est pour dire deux choses. C'est que l'IA va remplacer les gens, ou il remplace déjà les gens qu'on licencie, et c'est un peu le deuxième sujet, c'est qu'on justifie en fait ces suppressions d'emplois en disant on a besoin de ces budgets-là pour réinvestir dans l'IA. C'est notamment ce qu'a annoncé Meta ou Amazon. Donc la réalité, c'est sans doute un prétexte pris de plus en plus. Et là même aussi, pour penser juste aux déclarations de Sam Altman ou de Dario côté Anthropic, qui a annoncé il y a quelques mois tous les cols blancs, c'est fini dessus. Bon, ils ont changé d'avis, en tout cas dans les discours, depuis quelques semaines. Mais pour l'instant, et je peux vous dire, pour connaître assez bien Stanford et Berkeley, il y a des chercheurs qui tous les jours regardent à la loupe est-ce que ça crée ou pas. Pour l'instant, dans les chiffres de l'emploi, ça se voit pas. Donc, à ton avis, ce chiffre-là... Il t'a dit énormément. Non, c'est qu'aujourd'hui, il y a des choix supprimés avec ça, mais en fait, il y en a aussi pas mal qui sont créés. Okay. Et donc, la réalité, c'est pas forcément... on perd pas 20% de chômage aujourd'hui. Ouais, moi, je suis halluciné par ce débat. En fait, ça fait des années qu'on a ce débat, ça fait 10 ans qu'on a ce débat, et je n'arrive pas à comprendre ce qu'on n'arrive pas à comprendre. En d'autres termes, il y a un moment, c'est assez simple. À une époque, il y avait des entreprises qui finançaient des talents. Aujourd'hui, tu as des entreprises qui vont financer de l'IA pour se séparer de ceux qui n'ont pas de talent. Je vais essayer de la refaire. C'est-à-dire qu'à un moment, tu te mets à la place d'un chef d'entreprise. Est-ce que tu vas continuer à payer, et il faut regarder au coût horaire en fait, on parlait de coût tout à l'heure, tu veux payer quelqu'un qui va bosser moins bien qu'une IA? Non. Si à un moment l'IA est supérieure, bah, tu vas payer l'IA parce qu'il n'y aura pas d'arrêt maladie, il n'y aura pas tout ça. En revanche, si tu es le même chef d'entreprise, mais que tu as un vrai talent, quelqu'un qui est bon dans son métier, mais qui en plus maîtrise l'IA, au lieu de faire 10 choses, il en fera 100. Et donc c'est tout dans l'intérêt des gens de pouvoir, enfin des entreprises, de garder ces talents qui vont maîtriser à la fois leur métier, leur expertise et l'utilisation de l'IA pour être encore plus productif pour l'entreprise et apporter plus de croissance, plutôt que se dire est-ce que c'est le débat de je vire des gens, je vis par des gens. Ceux qui vont perdre leur emploi, c'est ceux qui ne sont pas bons et ceux qui seront moyens et qui ne pourront pas avoir un edge par rapport à une IA. Et pour moi, enfin, je le vois tous les jours en entreprise et pas que dans les grandes entreprises. Même dans un cabinet d'avocats, aujourd'hui, les gens ils te disent, tu vois, tu as un avocat qui se dit, j'étais encore là pas longtemps, il dit, moi aujourd'hui, le travail que me rend un Claude, on parlait de Claude, est meilleur que celui de mon analyste. Il y a un moment, je me pose la question. Donc si en plus il se trouve que l'analyste, il n'a pas envie de se lever le matin et il n'a pas envie de venir bosser, tu dis ok, ça va. Si par contre ce même analyste, il utilise vraiment l'IA, il va t'abattre beaucoup plus de boulot. Et pour cet avocat, il aura peut-être moins de choses à gérer. Donc moi je pense que la casse sociale et que j'annonce depuis longtemps, elle va se faire pour ceux qui ne se mettent pas au niveau. Est-ce que tu ne penses pas aussi que tout dépend de l'activité de la société ? Moi, j'ai déjeuné, alors je ne veux pas citer la boîte, mais avec un patron d'une énorme boîte européenne qui me disait qu'aujourd'hui, ils savent que l'IA va avoir un impact sur leur effectif, parce qu'il y a énormément d'ingénieurs et que ces ingénieurs vont être remplacés par l'IA. Ça, c'est une certitude. Sauf qu'aujourd'hui, ils n'arrivent même pas à imaginer le nombre d'employés qui vont être impactés en fait par cette IA. Et je pense que tout dépend dans quel secteur tu te trouves, tu vois. T'as raison en partie dans le sens où oui, bien sûr, il y a un impact sectoriel. Après, encore une fois, et c'est pour ça que si tu analyses des documents et parfois il te faut des cols blancs pour analyser des documents parce que ce sont des documents très techniques avec des normes de sécurité, de réglementation hyper poussées. Aujourd'hui, c'était des humains qui faisaient ça, qui étaient très bien payés parce que ça, c'était pas simplement du tri de papier, c'était des trucs hyper pointus. Demain, l'IA fait ça, elle va détruire des milliers d'emplois. Bien sûr, mais c'est pas demain, c'est aujourd'hui d'ailleurs. Et c'est aujourd'hui. Mais oui, mais encore une fois, si tu prends tous ces dossiers,
à un moment, tu pourras traiter plus de dossiers. Il te faudra quand même un peu d'humain. Oui, Fred. Alors, première chose. Pour terminer là-dessus, après on passe sur le nombre d'emplois, très vite, de la même façon que là, les grandes IPO vont peut-être assécher un peu l'accès au capital. Je pense dans la Silicon Valley, ils ont pas mal asséché les emplois en sortie de Covid. Hein, donc aujourd'hui, quand il y a des gros licenciements, nous on est un peu surpris, mais là-bas, c'est vrai qu'ils avaient tellement recruté. Deuxième chose, j'avais mis dans les sujets Walmart. Walmart, tu vois, ils ont dit, j'avais sorti un article, Walmart dit, mais nous, on est en train, c'est pas le nombre de personnes qu'on va supprimer, on est en train de former tout le monde à l'IA. Et justement, on rend les gens beaucoup plus efficaces. Donc, nous, on ne va pas supprimer l'emploi, on va le transformer. Et dernière chose, moi, je pense que c'est une voie pour l'ingénieur. Parce qu'un ingénieur, c'est quoi? Un ingénieur, c'est quelqu'un qui sait gérer la complexité en structurant son raisonnement et en le modélisant. Eh bien, aujourd'hui, les ingénieurs, ils font pas ça. Ils sont souvent en train de faire des trucs rébarbatifs, des lignes de code. Eh bien, là, ça va redonner vraiment le sens au métier de l'ingénieur. Donc, tu vois, quand on dit, ouais, je vais me supprimer des ingénieurs, moi, j'y crois pas. Je pense qu'il faut vraiment, quand on est patron, c'est se dire, attends, je vais redonner le sens aux ingénieurs et leur enlever un peu tout ce qui est... Tu supprimeras ceux qui sont les moins bons. Mais par contre, il faut que ce soit une décision patronale. Allez, on termine avec les télécoms et on y voit désormais plus clair sur l'avenir de la marque SFR pour ses abonnés particuliers et entreprises. L'opérateur télécom va être intégré dès la première année par ses repreneurs Bouygues, Free et Orange, et aucun des trois concurrents ne compte conserver les différentes marques de SFR. Mathieu Perchberti nous explique tout ça. L'autorité de la concurrence veille sur le rachat de SFR. Son président Benoît Cœuré ne s'oppose pas au principe d'un retour à 3 opérateurs télécoms, même si, dit-il, l'opération ne va pas de soi. Il souligne un risque de coordination entre Bouygues, Free et Orange lorsqu'ils vont prendre possession ensemble de l'opérateur vendu par Patrick Drahi fin 2027. Le découpage de SFR prendra ensuite plusieurs années et ses concurrents devront donner des gages d'indépendance pendant cette période de transition. Les vieux démons des télécoms ressurgissent 20 ans après la condamnation d'Orange, SFR et Bouygues pour entente, ce qui avait conduit à l'arrivée de Free Mobile en 2011. Le président de l'autorité de la concurrence souligne également que cette opération de concentration devra prouver qu'elle améliore le service ou la qualité des réseaux pour le consommateur, qui risque de subir une augmentation des prix. Mais Benoît Cœuré conclut toutefois que l'opération va dans le sens de la concentration du secteur des télécoms en Europe, s'inscrivant ainsi dans l'esprit du rapport Draghi. Voilà, c'est une page dans le monde des télécoms français qui est en train de se tourner. Alors, elle va se tourner lentement parce que entre la réglementation, les différents accords, essayer de dépatouiller tout ça parce que, en fait, déstructurer SFR qui compte aujourd'hui 20 millions de clients, c'est quelque chose de titanesque. Hein. Ça va prendre sans doute 2 ans, hein, enfin 1 an et demi, 2 ans à peu près. Mais je voulais avoir votre avis là-dessus. 3 opérateurs au lieu de 4. Comment ça se passe? Alors, aux États-Unis, il y a combien d'opérateurs? C'est une bonne question. Alors, les deux plus gros, c'est AT&T et Verizon. Oui. Historiquement, il y avait T-Mobile. T-Mobile, qui est un petit peu le challenger. Et après, il y a des, je crois qu'en français, on dit des MVNO, donc il y a pas mal d'opérateurs virtuels. Il y en avait 3. Et c'est vrai que, voilà, pour vous donner des idées de prix, on paye plutôt entre $60 et $100 dessus. Donc, c'est des métiers plutôt très profitables aux États-Unis. Ouais. Là où, en tout cas, Free avait. Et souvent pas avec la qualité de réseau qu'on a en France. Oui. Là, pour le coup, même dans la Silicon Valley, des fois, mon téléphone se raccroche parce qu'il n'y a plus de réseau. Donc, en effet, on a encore des problèmes de zone blanche, même dans la baie area. Ouais, donc passer de 3 opérateurs à 4, alors... de 4 à 3. De 4 à 3. Salim, quel est ton point de vue? En fait, c'est simple. Il y a des règles comme ça qui sont immuables. Moi, j'aime bien. Ça fait tous un moment qu'on est dans la tech et qu'on voit tout ça. Il y en a 2 auxquels se confronte SFR. La première, c'est qu'il y a très peu de marchés en fait, qui existent où tu as plus de 3 acteurs dominants. Donc en fait, c'était déjà le débat quand Free est arrivé. Il y en a un 4e, 4 acteurs majeurs sur un marché, il y en a toujours au moins un de trop. Là, c'est SFR qui a perdu. Donc ça, c'est un truc que tu retrouves dans toutes les industries, c'est assez marrant. Le deuxième truc qui est assez immuable, et on en parlait tout à l'heure, et là, c'est une bonne conclusion de cette émission, finalement, enfin, en tout cas, même si on ne conclut pas l'émission, mais c'est... Si tu ne t'adaptes pas suffisamment vite, tu sors du marché. Et ça va de plus en plus vite. Et c'est ce qui est arrivé chez SFR. Alors, c'est toujours triste de voir une belle marque, parce que c'était quand même une belle marque, disparaître. En même temps, pour les avoir un peu pratiqués, les Réunion Unite dont on parle tout à l'heure, je vous donne juste une anecdote. À un moment, justement, j'étais à Silicon Valley, je reçois un coup de fil de quelqu'un de chez SFR. Là, je n'étais pas disponible. Il me dit, OK, on se voit. Je prends un rendez-vous à minuit, et moi là-bas, donc pour eux, il était 9h. On fait une réunion. Quand je reviens en France, on en refait une autre, et ça a pris 8 mois
pour ne pas aboutir à un projet. Mais ça, c'était quand tu étais chez Google ou... Non, c'était juste après. Mais si tu veux, c'était vraiment pour moi le syndrome de l'entreprise qui ne s'adapte pas, qui ne va pas assez vite. Bon, après, c'est un exemple isolé, ce que tu racontes. Il y avait sans doute, et je l'espère en tout cas, des collaborateurs qui étaient beaucoup plus bien sûr, et j'en connais. performants et efficaces. Oui, mais pardon, moi, aujourd'hui, j'en fais mon cheval de bataille, c'est qu'il faut qu'on arrive à changer la mentalité des gens, globalement, mais en entreprise. On ne peut plus continuer. Tu es un peu sévère sur la mentalité. Je suis super des gens, sévère, mais regarde. Nous, en plus, on les côtoie. Oui, on les côtoie. Et puis rappelons que SFR, en tout cas Altis, a été notre actionnaire principal pendant de nombreuses années. Oui, c'est pour ça que vous avez une relation amoureuse. Non, pas du tout. On fait notre job. Et je t'assure. Et autant on voit les défauts et on va dire les obstacles qu'a aujourd'hui SFR, mais il faut voir aussi... Tu ne peux pas être une boîte comme SFR et avoir et que ce soit en interne quand tu bosses avec des prestataires, que ce soit en relation client, quand même, ils avaient quand même beaucoup de casseroles avec la relation client. Ouais, mais comme les autres, je pense que là-dessus, ils sont tous un peu équivalents sur les quand on prend, parce parfois ils ont été premiers dans la relation client, parfois ils ont été seconds. Moi je trouve que le travail qu'a fait Mathieu Koch, là, qui est leur DG, c'est un type super. Oui, mais c'était trop tard. Dans des conditions pas faciles. Je pense que là, le souci, c'est que d'un côté, tu as les patrons je pense que le coup du Covid, Patrick Drahi, pour moi, il a un peu lâché l'affaire. Il essayait de réduire les coûts un peu partout. On se trouve de fausses excuses. Alors, les autres le faisaient, mais eux l'ont fait un peu plus brutalement. Aujourd'hui, moi, ce qui m'attriste un peu... Alors que le Covid n'a pas impacté les opérateurs télécoms, parce qu'on continuait à payer nos abonnements. Hein. Ouais, mais excusez-moi, on l'a dit tout à l'heure. Comment on peut expliquer aujourd'hui qu'on a 4 opérateurs et qu'aucun, à la rigueur Free, soit véritablement sur l'IA. Il y a aussi Orange avec la partie Orange Business, si tu veux. Mais ils ne sont pas sur l'IA. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas la vision. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une City Mobile ou Verizon soit dans l'IA. Non, par contre, je pense que quand François disait pour moi, il y a deux choses. La première, c'est qu'il faut quand même aller vite. Parce qu'aujourd'hui, imagine attraper des nouveaux clients pour SFR, c'est impossible. Aujourd'hui, ça y est, tout le monde est au courant de faire acheter. Donc, comment on fait quand on va renouveler les contrats des entreprises? Alors, c'est là où il va falloir... Moi, je pense que c'est là où il va falloir très vite faire les liens. Le gars de SFR sera avec un gars de Orange ou un gars de Bouygues Télécom. Il faut faire ces alliances assez vite. Là, je pense que sur le terrain, il va falloir aller assez vite de ce côté-là. Et puis, Benoît Cœuré, il joue son rôle. Il lève le bâton en disant attention, parce que moi, je suis persuadé que les prix, pas sur les mobiles, mais je suis persuadé sur le fixe, ça va augmenter. Mais ça, c'est clair. Moi, je veux juste dire un mot, et je continue à le dire. Les entreprises, il va falloir qu'elles s'adaptent ou qu'elles disparaissent, et ça va être de plus en plus violent. Donc ça, tant qu'on ne le comprend pas, le monde a changé, il faut aller plus vite. Et je trouve qu'on ne va pas assez vite ici. Je suis désolé. Oui, mais là, vous voyez, on est en retard. Donc, on va trop vite. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Salim Nassur, fondateur de Mars. Merci à Mathieu d'être venu nous voir. Merci. Bon retour à San Francisco. Et on espère te revoir bientôt. Tu es responsable du labo de KT Innovation à San Francisco. Et merci à toi, Fred. On se retrouve demain soir. Pour Tech & Co, la quotidienne, bien sûr. Vous restez avec nous. On poursuit ce rendez-vous dédié à la tech dans un instant avec cette histoire incroyable des babyphones piratés. C'est Sami Aznoufal qui va nous raconter tout ça dans quelques instants. Vous allez voir, c'est hallucinant. Et puis on découvrira une start-up étonnante qui s'appelle Uncover, qui aide les chirurgiens au bloc. On va tout vous expliquer. Ce sera dans une petite dizaine de minutes. Et juste après cette petite pause, c'est Léa Benaïm qui nous rejoint pour le Tech Flash. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash. 20h34 sur BFM Business, un grand merci d'être là. Il est temps maintenant de retrouver le Tech Flash. Comme chaque soir, on plonge dans l'actu tech du jour avec Léa Benaïm. Bonsoir Léa. Bonsoir François et bonsoir à tous. Et elle a eu un premier contrat pour le français Amilabs. La start-up présidée par Yann Lequin a signé avec le néerlandais Nebius, un spécialiste de la puissance de calcul pour l'IA qui a lui-même investi dans un data center en France, dans le Nord-Pas-de-Calais. Un
Un accord qui permet de démontrer que les infrastructures construites dans le pays profitent bien et en priorité à l'écosystème local. Également, dans l'actualité, Google prend tout le monde de court et casse le prix de son abonnement IA. Il passe de 8 à 5 euros par mois, soit une baisse de près de 40%, avec en prime le double de stockage cloud. L'objectif pour Google, attirer davantage d'utilisateurs payants, tout en restant compétitif face à une concurrence de plus en plus féroce. On reste dans la galaxie Google avec Waymo, qui rachète l'ancien centre de test d'Apple pour 220 millions de dollars. Et oui, le site de plus de 2000 hectares dans l'Arizona était autrefois au cœur du projet de l'Apple Car. Mais après son abandon, Apple avait 1000 terrains à vendre. Waymo va pouvoir ainsi y tester ses véhicules autonomes dans un environnement sécurisé avant leur déploiement à plus grande échelle. Toujours dans l'actualité auto, BYD traîne des pieds en Europe. Le constructeur chinois qui devait démarrer sa production sur le vieux continent en septembre dernier avec son usine en Hongrie a encore repoussé son lancement à fin 2026. En parallèle, BYD accélère sur la recharge et déploie son réseau de bornes ultra rapides en Europe. 3000 stations doivent être installées d'ici les 6 prochains mois. Et enfin, Paris devient la première ville d'Europe en termes d'opportunités professionnelles dans l'IA. Selon une étude LinkedIn, 256 000 emplois dans le secteur ont été créés sur le continent depuis 2023, dont près de 20 000 rien que dans la capitale française, soit quasiment 8%. La France se classe par ailleurs au 5e rang mondial concernant l'adoption de l'IA parmi les actifs. Et pour finir, rendez-vous sur la chaîne YouTube de BFM Tech pour votre rendez-vous jeux vidéo avec Mélinda Davansoulas. C'est Multijoueur, une émission disponible en replay et en podcast. Et cette semaine au programme, un anniversaire, c'est les 40 ans de Dragon Quest. On écoute un extrait. Alors, un jeune héros inexpérimenté qui est contraint de s'enfuir très loin à cause d'un événement et parcourir le monde avec des compagnons. Tout ça pour accomplir un destin, évidemment sauver le monde ou l'univers. Vous avez l'impression que je vous raconte le résumé de beaucoup de jeux de rôle japonais. Et bien pour cause, c'est surtout le résumé du tout premier Dragon Quest. Est-ce que je suis à peu près bien, Daniel ? Il manquerait presque amnésique et je pense qu'il y a le bingo. Le bingo est là. On a fait le bingo ? Oui, une princesse dans un château, voilà, un démon maléfique. C'est vraiment du cliché des contes de fées, de chevalerie. Mais c'est un peu comme ça que fonctionne l'heroic fantasy à la japonaise. En tout cas, quand elle arrive en 87, quoi. Ça nous rajeunit pas. Et il élabore le premier Dragon Quest sur Nintendo, sur ce qu'on appelle la Famicom. Donc une console 8 bits avec énormément de limitations sonores, graphiques, tout ce qu'on peut imaginer. Mais il y met toute une certaine passion, il y met énormément de concepts, notamment le fait que c'est un monde ouvert. Voilà, et retrouvez Multijoueur sur la chaîne YouTube de BFM Tech et sur l'appli de BFM Business aussi, bien sûr. 20h37, on va parler maintenant de la sécurité de nos objets connectés avec une histoire abracadabrante que va nous raconter notre invité tout de suite. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Bonsoir Samy Asdoufal. Bonsoir François. Merci d'être avec nous Samy. On s'était parlé il y a quelques mois de cela dans Tech & Co. Alors Samy, vous êtes développeur, vous êtes responsable de la division IA du groupe Eternity et on s'était parlé il y a quelques mois de cela pour cette histoire incroyable parce que vous aviez essayé de piloter votre robot DJI, le robot aspirateur DJI par votre manette de la PlayStation. Pourquoi pas ? C'est votre kiff. Donc allons-y, il n'y a pas de problème. Sauf que quand vous avez commencé à mettre un peu les mains dans le cambouis et à vouloir piloter en fait le robot avec votre manette, vous vous êtes rendu compte que vous aviez accès à des centaines et des centaines de robots aspirateurs DJI. C'est ça l'histoire ? 7000 exactement, mais oui, c'est bien ça. Incroyable. Et d'ailleurs, j'aimerais avoir le fin mot de l'histoire, parce qu'on s'était quitté à l'époque, je m'en souviens très bien, vous m'aviez dit, DJI en fait m'a remercié d'avoir trouvé cette faille, etc. Et je devais avoir une récompense. Est-ce que vous l'avez eu cette récompense ? Je l'ai effectivement eu. Ils m'ont donné 30 000 $. Pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal. Mais la faille reste toujours est tout autant ridicule par rapport à la taille de l'entreprise. Ça change pas ça. Ils ont pas réglé le problème ?
Ils ont réglé le problème, mais la faille initiale était trop énorme et trop simple à trouver. Voilà. Ok. Alors, on va laisser tomber le robot DJ pour s'intéresser à un autre objet que beaucoup d'entre nous possédons, surtout si on a des enfants, c'est le babyphone. Vous avez commencé un peu à trafiquer dans le babyphone et vous vous êtes rendu compte qu'il y avait une marque chinoise qui représentait potentiellement plus d'1 million d'appareils concernés dans 118 pays, qui était là aussi une passoire en termes de sécurité. Et il y a même un petit lien avec l'affaire DJI, vu que c'est ma collègue de travail qui avait vu un article autour de cet aspirateur et est venue vers moi en me disant ouais, j'ai acheté un babyphone sur Amazon. Est-ce que tu peux me dire si c'est safe, si c'est sécurisé? Et donc j'ai effectivement creusé. Vous parliez de potentiel. Mais non, c'est bien 1,1 million d'appareils qui étaient effectivement accessibles à n'importe qui. Il y a effectivement des babyphones, mais il y a aussi des caméras connectées type Ring. C'est sonnettes connectées que certains ont avec une caméra, etc. Qui appartient à Amazon aujourd'hui. Qui appartient effectivement à Amazon, mais eux ont leur système à eux et ils le vendent en white label, en marque blanche, pardon, à tout un tas d'entreprises qui derrière eux ont une solution un peu packagée avec un appareil et une application, puis ils mettent un peu leur nom dessus, mais le back-end, le logiciel qui fait tourner tout ça, il est hébergé effectivement dans la même entreprise qui est une entreprise chinoise qui s'appelle Meiri Technology. Alors, encore une fois, comment vous avez découvert tout ça? Simplement parce que vous vouliez piloter une caméra avec votre manette PlayStation? Comment ça s'est passé en fait? Est-ce que c'est aussi un accident? C'est lié à ma collègue. Donc, quand ma collègue me demande si c'est safe, moi je me renseigne du coup sur le modèle qu'elle a acheté. Je regarde, donc il y a une application Android qui permet de contrôler ce babyphone. Et de la même manière que j'ai fait avec DJI, j'ai désossé en fait cette application. Et il y a aussi un autre point commun avec l'affaire précédente, c'est qu'ils utilisent le même protocole pour envoyer de la donnée, un protocole qu'on appelle MQTT. Et apparemment, parce que j'ai l'impression que le problème est systémique, c'est difficile de sécuriser ce protocole parce que en regardant de plus près, ce protocole n'avait aucun système d'authentification. Donc ça, c'était la première porte d'entrée, c'était que n'importe qui, en pas beaucoup de temps avec une IA qui nous aide un peu, peut intercepter le trafic de l'ensemble des appareils qui utilisent ce logiciel. Exactement. C'est intéressant parce que vous parlez de l'IA dans tout ça. L'IA facilite encore plus la découverte de ces failles. Remarquez, je ne sais même pas si c'est une faille là finalement. C'est un trou béant. Mais l'IA facilite tout ça? Énormément. Quand on fait de la recherche, on itère énormément. Et c'est ce qui prend le plus de temps, en fait. Effectivement, on peut créer des scripts, des petits logiciels qui viennent itérer à notre place. Mais parfois, il faut itérer avec... Enfin, ça prend beaucoup de temps, même si on a du script. Du coup, une IA peut s'occuper à 100% de ça. Encore aujourd'hui, il y a encore pas beaucoup de restrictions. Alors, je ne parle pas des nouveaux modèles type Fable 5 qui est sorti hier et Opus 4.8 qui, eux, ont de bonnes restrictions. Les autres modèles, pas vraiment. Il est très simple de se faire passer pour, je sais pas moi, un consultant de sécurité qui a un agrément avec l'entreprise qu'on vise et de lui demander de faire de la reconnaissance, par exemple, aller regarder l'infrastructure de l'entreprise ou désosser une application APK et aller fouiller un petit peu dedans. Voilà. Applications APK, les applications APK, ce sont les applications sous Android. Hein. J'explique pour tous ceux qui n'ont pas le jargon. Concrètement, avec cette faille, on a accès à quelles données sur ces babyphones ou ces caméras Ring, finalement? Est-ce qu'on peut voir en streaming ce qui se passe dans la pièce où la caméra est installée? On a accès à quoi, en fait? Parce que, bon, c'est quand même un peu inquiétant, tout ça. Vous l'avez dit, il y a effectivement plusieurs types d'appareils. Certains appareils sont relativement isolés. Vous avez probablement déjà vu des babyphones qui disent ne pas avoir de Wi-Fi, par exemple.
Donc ce genre d'appareil, bien évidemment, il n'y avait pas de données ou peu de données à récupérer, mais sur l'essentiel, on avait un accès au flux vidéo, si c'était une caméra, un système d'alerte image un peu bizarre. En gros, à chaque fois que quelqu'un passait devant une caméra qui utilise ce logiciel, une photo était prise et était envoyée directement à Hangzhou en Chine dans les serveurs de l'entreprise Merlin. J'inclus bien évidemment les babyphones dedans. C'est probablement lié à une fonctionnalité du babyphone, je sais pas laquelle, mais ça c'était un truc un peu bizarre. C'est quoi? C'est une détection de mouvement en fait, c'est ça? Un truc comme ça, effectivement. Si quelqu'un passe c'est un peu comme les caméras caméra de surveillance qui, vous le savez, dès qu'il y a quelque chose qui passe, que ce soit un humain ou un animal, ça prend une photo, quoi, et ça l'envoie sur l'application du propriétaire de la caméra. Exactement. Et du coup, ça l'envoie aussi dans des serveurs en Chine. Et la particularité, c'est que le lien est presque en clair. C'est-à-dire que je parlais de la première porte tout à l'heure où n'importe qui pouvait observer le trafic de l'ensemble des appareils. En observant le trafic, on peut accéder à des liens, images, qui sont en fait ces alertes images-là. On clique dessus, ça ouvre Chrome et ça montre l'image directement. Il n'y a aucun système de protection. Ça envoie les images en clair, en Chine, sans qu'on puisse le contrôler. C'est ça, plutôt dangereux. Alors moi, ce qui m'inquiète dans cette histoire-là, il y a deux choses. Il y a le fait que, grâce à cette faille, on peut accéder à des milliers d'appareils. Et puis deux, ces images qui arrivent directement sur des serveurs en Chine. Ça aussi, c'est pas super top, quoi, non? C'est pas super top. Alors, en creusant un petit peu, on peut voir que l'entreprise a plusieurs brevets. Ils ont un brevet notamment pour essayer de prédire la position du bébé dans son lit. Et ça utilise plein de data. Donc probablement que ces alertes images-là aident ce méga algorithme à pouvoir dire à l'utilisateur ton bébé il n'est pas dans une bonne position, ce genre de choses-là. Eh bien, merci beaucoup pour cette histoire encore incroyable, Samy Asdoufal, développeur et responsable de la division IA du groupe Eternity. Bon, après les robots aspirateurs, après les babyphones, je ne sais pas, on se retrouvera dans quelques semaines pour un autre chantier et encore une autre révélation, sans doute. Demain, je sors une autre affaire concernant les portes connectées. Oula où en 4 requêtes HTTP, donc 4 liens qu'on ouvre sur un ordinateur, on peut intercepter n'importe quel appareil et ouvrir la porte en fait de plus d'1 million de foyers. Cette marque vend beaucoup d'appareils sur Amazon et ça sort demain. Waouh, c'est dommage, on aurait dû décaler notre intervention à demain, comme ça vous auriez pu nous raconter tout ça, mais ça nous donnera l'occasion de rediscuter bientôt. Merci beaucoup Samy Asdoufal, donc, depuis Barcelone. Et tout de suite, petit reportage sur BFM Business dans Tech & Co. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Et je vous propose d'assister à la pendaison de crémaillère du pôle Alpha, le nouveau hub d'excellence de la première technopole d'Europe qui est à Sophia Antipolis à Nice. C'est un site plus grand dédié à l'innovation, à l'intelligence artificielle et à l'entrepreneuriat, à la fois incubateur, laboratoire, université. Alpha répond à une demande accrue des entreprises pour intégrer un dispositif à l'origine d'innovations majeures. On écoute Alexandra Paget. C'est ici que Renault a conçu sa nouvelle R5 Alpha avec ses 8500 mètres carrés flambant neufs, imaginé par Elisabeth de Porzampar, représente l'avenir de la Silicon Valley à la française. Sophia Antipolis a d'ailleurs été créée en 1969, au même moment que sa grande sœur californienne, et réalise aujourd'hui 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. François Clergeau en dirige le développement et fait pousser des startups à la pointe de l'innovation dans la cybersécurité, l'IA générative ou la santé.
Sophia Antipolis, c'est 2700 entreprises, c'est plus de 46 ou 47 000 jobs, c'est plus de 7 ou 8 000 étudiants et pareil 5 ou 6 000 chercheurs. On a plus d'une soixantaine de startups, 4 incubateurs, une école d'ingénieurs avec son IA Center. On a une maison de l'IA qui fait de l'acculturation scientifique. En fait, c'est un centre R&D à ciel ouvert. Et c'est bien cette émulation hors du commun et cette puissance de frappe qu'a trouvé ici Mathieu Mérian, créateur de Somanity, la start-up à l'origine d'un exosquelette abordable destiné à remplacer le fauteuil roulant. Incubée à Sophia Antipolis, vient d'emménager au pôle Alpha. Elle est déjà rentable. On a une partie hardware constituée des moteurs, des supports et une partie software qui est une partie prédominante chez nous parce qu'on a une grosse dimension d'intelligence artificielle puisqu'elle va s'adapter sur des maladies neurodégénératives à l'évolution de la maladie du patient pour pouvoir le suivre au cours de la maladie sans avoir à changer ou régler l'exosquelette. On est en train de s'internationaliser et nous, Sophia, pour nous, était le plus naturel puisqu'en fait, un peu la création de Sophia, c'est Humanity for Good et Tech for Humanity. Et nous, on fait de la tech pour l'humanité, pour aider les gens. Une philosophie qui porte également cœur net l'idée, une nouvelle biométrie cardiaque à partir d'IA qui permettent de reconnaître quelqu'un à ses battements de cœur. Fini mot de passe, reconnaissance faciale, digitale, etc. Benjamin Vigneault essaie avec sa start-up de valoriser ses travaux de recherche. On est en train d'essayer difficilement d'intégrer ça dans une montre connectée. Effectivement, elle est un peu grosse et moche, c'est normal, c'est un prototype industriel. En fait, on a un capteur, exactement le même capteur que celui que vous allez retrouver à l'hôpital qui vous prend votre saturation en oxygène, qui nous permet en fait de remonter au battement de cœur. C'est ce signal complet qui va nous permettre de reconnaître la personne. Le plus du pôle Alpha pour lui, son écosystème. On a d'autres startups, on n'est pas tout seul. On a une école de recherche qui est en bas, on a du coup les pôles de compétitivité. Ça nous permet justement de pouvoir rencontrer du monde, de pouvoir monter des projets collaboratifs quand on le peut, quand on a les finances, etc. Chacune des 63 startups hébergées au pôle Alpha peut y rester 3 ans, sous le regard des centres de R&D de Thales, Orange, IBM ou Accenture, entre autres. Des industriels à l'affût des technologies développées par ces pépites, au capital desquelles il leur arrive d'entrer. Voilà, reportage signé Alexandra Paget. On va parler maintenant d'intelligence artificielle, de robotique avec mon invité et surtout de santé. Tech & Co, la quotidienne, la start-up. On va découvrir une start-up qui s'appelle Uncover, qui est toute récente puisqu'elle a été fondée en octobre dernier. Inès Iraki en est la CEO. Bonsoir Inès. Bonsoir François. Merci d'être là. Vous êtes issu d'une famille en fait de chirurgiens, d'après ce que j'ai compris, et vous avez décidé de mêler à la fois la médecine, l'IA, la robotique pour créer cette boîte qui s'appelle Uncover. Il faut savoir qu'il y a plus de 400 millions d'interventions chirurgicales dans le monde chaque année. C'est énorme. Et le problème, c'est les comptes rendus de ces opérations qui sont faites souvent de mémoire par les chirurgiens. S'ils en font plusieurs, ils peuvent oublier certains passages, etc., etc. Et c'est là où vous rentrez en compte avec Uncover, c'est ça ? Exactement. Donc aujourd'hui, après chaque chirurgie, partout dans le monde, les chirurgiens avaient créé un compte rendu opératoire. C'est un acte redondant, réverbatif que personne n'aime faire. Mais qui est obligatoire surtout. C'est obligatoire. C'est le document médico-légal qui justifie la continuité des soins, mais qui aussi protège le chirurgien dans le cas d'un litige ou dans le cas de problème avec le patient. Et comment il le fait aujourd'hui ? Il a un magnéto, il prend des notes après, comment ça se passe ? Exactement, c'est à chaque chirurgien sa méthode. D'accord, il y a plusieurs méthodes en fait. Exactement, certains prennent un magnéto, ils dictent ce qu'ils ont fait, certains écrivent toujours, certains ont des templates qu'ils doivent juste remplir après la chirurgie, mais dans tous les cas, c'est un acte très prône à l'erreur. Et donc c'est là où vous arrivez, avec cette start-up, je le disais, Uncover, qui est franco-américaine. C'est assez intéressant. Tout ce qui est partie, on va dire, ingénierie, recherche est à Paris, et puis le développement commercial est aux États-Unis. Je crois savoir pourquoi, parce que ça va beaucoup plus vite en termes de mise en route aux US. Comment faites-vous justement ? Comment vous aidez les chirurgiens ? Exactement. Alors aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'après chaque chirurgie, comme je vous l'ai dit, le compte-rendu opératoire est écrit par les chirurgiens. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'est rendu compte d'un gap dans les opérations chirurgicales où aujourd'hui, 70% des chirurgies sont filmées à travers de la chirurgie robotique, mini-invasive ou endoscopique. Donc on met une caméra à l'intérieur du corps, on voit tout ce qui se passe, le chirurgien se concentre sur un écran où la chirurgie se passe. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a développé des modèles d'IA qui analysent la vidéo chirurgicale en direct pendant la chirurgie
chirurgie, analyse tout ce qui se passe, les différentes étapes, complications, décisions chirurgicales, etc. Et de là, écrit un compte-rendu opératoire avant que le chirurgien finisse l'opération. C'est génial. En fait, la caméra analyse l'acte chirurgical que fait le chirurgien. La caméra, elle est là, puisque c'est cette caméra qui sert au chirurgien à faire son acte chirurgical. Okay ? Exactement. Le flux vidéo passe à la moulinette dans une IA, et on a on va dire le compte-rendu de cette opération. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, il y a un marché un peu adjacent qui est le marché des ambient scribes, où les médecins doivent dicter ce qu'ils écrivent, et ça dicter leur conversation avec les patients, et de là, c'est directement écrit. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se concentre sur la vérité, c'est-à-dire la vidéo chirurgicale, où on voit tout ce qui se passe, et donc il n'y a pas plus vrai que ce qui se passe pendant la chirurgie. Mais est-ce que ça suffit, ce flux vidéo, finalement ? Est-ce qu'il n'en faut pas un autre ? Est-ce qu'il ne faudrait pas, je sais pas moi, une caméra au-dessus du bloc opératoire, je sais pas. Ça dépend de la chirurgie, mais dans la majorité des chirurgies, ça suffit parce que c'est exactement ce que le chirurgien voit pendant la chirurgie. Donc, si lui-même arrive à écrire son compte-rendu opératoire après la chirurgie en regardant ce flux vidéo, c'est que ça suffit. Bien sûr, il nous faut aussi des détails préopératoires ou savoir la condition du patient nous aide à savoir ce qui va se passer, mais le flux vidéo suffit largement pour écrire un compte-rendu opératoire détaillé et de qualité. D'ailleurs, en ce moment, on déploie dans un hôpital et on a eu des retours incroyables de la part des chirurgiens qui nous disent qu'ils ont rarement vu des comptes rendus opératoires aussi détaillés. Comment ça marche, en fait ? Comment vous analysez ce flux vidéo ? C'est évidemment du machine learning. Vous avez, l'IA a ingurgité des millions et des millions d'opérations. Exactement, donc c'est du machine learning lié à l'intelligence chirurgicale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est une équipe de 12 personnes, dont le tiers sont des chirurgiens, et seulement des chirurgiens assez seniors. On accumule environ 90 ans de chirurgie, d'expérience de chirurgie dans cette équipe. Et donc, c'est ces chirurgiens qui s'assoient avec des ingénieurs et qui disent « voilà tout ce que vous devez détecter dans chaque procédure pour être sûr que le compte-rendu est le plus complet possible pour la continuité des soins ». Et ça marche avec toutes les opérations chirurgicales ? De plus en plus, on a commencé par des chirurgies digestives. Maintenant, on va sur les chirurgies gynéco, urologiques, thoraciques. Donc, ça commence à marcher pour une grande partie des vidéos, effectivement. En fait, ça peut marcher où il y a des caméras, en fait. C'est exactement. Ça le truc. Il y a encore plein de chirurgies qui ne nécessitent pas, en fait, de caméras. La réalité, c'est que c'est une partie croissante du nombre de chirurgies qui est faite de manière mini-invasive. La raison de ça, c'est que ça crée moins d'impact pour le patient, il y a moins de cicatrices. Ouais. Et donc, c'est une partie très croissante. Et aujourd'hui, c'est quand même 70% des chirurgies qui sont faites de manière mini-invasive. Donc, effectivement, il y a ce 30% restant, mais c'est amené à diminuer d'année en année. Alors aujourd'hui, vous dites qu'il y a un hôpital qui teste en fait votre solution, c'est ça ? Exactement. Il est où cet hôpital ? Alors, il est en France. Il est en France. Il est en France. Okay. On a eu de la chance parce que la France, c'est un pays exceptionnel sur les talents. On a des talents exceptionnels ici, mais c'est aussi un pays magnifique sur la chirurgie et l'innovation chirurgicale. On a cofondé la compagnie avec le professeur Eric Vibert, qui a plus de 30 ans d'expérience en chirurgie et qui est chef de service à la PHP. Et du coup, on a pu être mis en contact avec beaucoup de CHU en France qui nous encouragent et qui nous aident à améliorer nos modèles. Cette levée de 7 millions de dollars va servir à quoi ? Principalement à recruter les meilleurs talents. Donc, on recrute environ 8 personnes en ce moment. Eh bien, vous lancez un appel sur BFM Business dans Tech & Co, allez-y. Exactement, n'hésitez pas. Vous recherchez quel type de talent ? Surtout des ingénieurs et des personnes pour le terrain, donc qui vont aller déployer la solution dans les environnements chirurgicaux. Donc des commerciaux aussi, mais qui s'y connaissent en fait, c'est ça ? Exactement, ça doit quand même être des ingénieurs parce qu'ils doivent savoir déployer des technologies, savoir réparer si ça ne marche pas, savoir reprendre les feedbacks des chirurgiens pour améliorer le produit. Donc c'est principalement des ingénieurs pour le moment. Et est-ce que ça se connecte à n'importe quelle caméra de n'importe quel système ? Oui, on a été très attentifs à ça dès le début. On entraîne nos modèles sur tous les types de systèmes. On est système agnostique. Et donc, que ce soit une colonne de laparoscopie, une colonne d'endoscopie ou un robot chirurgical, quelle que soit la marque, on peut se connecter. Eh bien, ça s'appelle Uncover. Merci beaucoup, Inès Iraki. Vous en êtes la CEO. Merci d'être passée dans Tech & Co. Pour terminer cette émission en ce mercredi soir, les replays, les podcasts qui vous attendent dans quelques minutes, l'audio, la vidéo. Dès demain, vous retrouverez aussi cette émission sur la chaîne YouTube de BFM Tech. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir, dès 19h30, pour évidemment, encore une fois, décrypter, analyser, décortiquer toute l'actu tech. C'est chaque soir sur BFM Business. Très belle soirée et à demain.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.